Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro spécial de l'actualité en débat de ce jour. Depuis le début de cette pandémie, le Covid-19, bien sûr, la chaîne de proximité Espoir 47 joue son rôle d'éveil de conscience à travers ces divers programmes. Aujourd'hui encore, nous recevons pour vous le docteur Lacté Adassou. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Eh bien, madame va nous expliquer beaucoup de choses par rapport au coronavirus. Vous qui nous suivez, vous avez aussi la possibilité de nous appeler sur le 93 49 45 45 pour poser vos questions au médecin qui est avec nous ici. Selon les derniers chiffres publiés par les autorités, 10 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés et malheureusement, le nombre de décès a aussi augmenté. Le Togo déplore aujourd'hui 7 décès. Eh bien, madame, je rappelle que vous êtes la directrice du district sanitaire numéro 4. Oui. Une fois encore, bonjour et bienvenue dans nos locaux. Eh bien, madame, on ne cessera jamais de le dire, la répétition, c'est la meilleure pédagogie. Dites-nous, c'est quoi exactement le coronavirus? Le coronavirus, c'est un nouveau virus. En fait, c'est un ancien virus qui est là, mais celui de 2019 a muté par rapport aux autres souches qu'on a déjà eu à voir des années précédentes. Donc, c'est une nouvelle souche qui est là et qui provoque une maladie très, très, très contagieuse. Donc, bon, nous allons, pour être un peu simple, nous n'allons pas trop aller dans la structure du virus, mais nous allons juste... Nous n'allons pas comprendre, bien sûr. Oui, nous allons juste parler de comment se contamine. Oui, et comment se manifeste cette maladie-là? Oui, il y a certains signes qui sont principaux. C'est la fièvre, c'est la toux, une toux sèche et une gêne respiratoire. Donc, ces signes, souvent, sont les plus fréquents. À part ces 3 signes qui sont fréquents, il y a d'autres signes qui peuvent également se faire voir, comme les douleurs musculaires, comme la perte de l'odorat, la perte de goût. Mais il y a également certains signes qui ne sont pas trop fréquents, comme des maux de tête, des douleurs musculaires. Ces signes, eux, ne sont pas trop fréquents. Mais les signes qui sont fréquents, c'est... La toux sèche, il faut le souligner. Une fièvre et une gêne respiratoire. Eh bien, et maintenant, il y a d'autres signes aussi qui accompagnent, comme je l'avais dit, comme les maux de gorge, la perte de l'odorat, la perte d'appétit, etc. Il y a certaines mesures barrières pour éviter la contamination de cette maladie. Quelles sont ces mesures barrières? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler rapidement? D'abord pour ne pas transmettre la maladie et aussi pour ne pas être contaminé par cette maladie. Ok, il y a plusieurs gestes barrières. Parmi ces gestes barrières, le premier geste, c'est le lavage des mains. Le lavage des mains fréquemment. Il faut se laver les mains à tout moment. Après avoir touché un objet, après avoir peut-être mis la main sur une table ou bien une surface, il faut se laver fréquemment les mains. Et ce lavage de mains se fera avec l'eau et du savon. Mais il peut arriver aussi qu'on ait un gel hydroalcoolique que l'on peut utiliser. Mais le gel hydroalcoolique s'utilise lorsque les mains sont propres. Lorsque les mains sont sales, ce n'est pas trop conseillé. Il faut laver les mains. Alors, dès que vous posez votre main sur un objet, vous devez laver les mains avant de passer le gel, c'est ça? Effectivement. Parce qu'on ne sait pas si la main s'est salée ou pas. Mais si on est sûr qu'on n'a pas les mains sales, là, on peut utiliser le gel hydroalcoolique. Donc, pour résumer, on peut dire qu'on lave les mains lorsque les mains sont sales ou bien lorsqu'elles ne le sont pas. Mais on utilise le gel hydroalcoolique lorsqu'on est sûr que ses mains sont propres. Alors, qu'est-ce qui peut arriver quand on a les mains salées et on utilise le gel hydroalcoolique? Bon, d'abord, le gel hydroalcoolique, lorsqu'on l'utilise, on tue les microbes, c'est vrai, mais ils ne sont pas
éliminer des mains. Donc, on peut dire qu'il y a des déchets qui restent. Donc, après un certain nombre d'utilisation du gel, à un moment donné, il faut laver pour pouvoir enlever tout ce qui est resté. Ce que vous avez tué et autres là, voilà. il faut les... Sinon, à un moment donné, ce n'est plus... Le gel va venir, mais peut-être c'est sur la poussière qui est dans tes mains ou bien sur les déchets qui sont dans tes mains. Et ça n'agit pas sur la main elle-même. Chez nous, ici au Togo, comment se présente la situation actuelle de la maladie? Oui, on n'a pas fini avec les gestes barrières. D'accord, on y va, excusez-moi. Oui, pour les mains, c'est le lavage. Maintenant, lorsqu'on veut tousser, éternuer, on doit le faire dans le pli du coude. Ou si on a un papier mouchoir à usage unique, on l'utilise, on le jette et on lave les mains. Donc, c'est le deuxième geste barrière. Le troisième geste barrière, c'est d'éviter d'amener la main vers le visage. Et lorsqu'on dit amener la main vers le visage, c'est principalement toucher les yeux, le nez ou bien la bouche. Donc, maintenant, pour nous qui avons souvent l'habitude de nous gratter le visage, comment on peut se débrouiller? Dès que vous touchez votre visage et que vous l'avez sur votre main, c'est fini? Oui, c'est pour cela que je disais, en parlant du visage, on parle au fait des yeux, du nez et de la bouche. Si je touche ma joue, bon, je ne peux pas me faire contaminer. Mais si par mégarde, ma main qui avait touché une surface contaminée, donc automatiquement j'ai le virus sur les mains, je porte cette main vers les yeux, vers le nez et vers la bouche, je me contamine. Donc c'est à peu près cela. En grattant son oreille ou bien sa joue, on ne se contamine pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est le troisième geste barrière. Le quatrième geste, c'est de respecter la distance que nous deux, nous avons respectée. Oui. Au moins, bon, avant on disait 1 mètre, maintenant de plus en plus 2 mètres, c'est l'idéal parce qu'il arrive que quelqu'un éternue avec force et ça peut aller surtout s'il y a aussi un petit vent qui souffle, c'est encore plus dangereux parce que ce vent va amener les gouttelettes respiratoires vers la second. Voilà. Maintenant, il y a aussi une prévention qui consiste à rester chez soi lorsque nous n'avons pas quelque chose d'important à faire. Lorsque nous n'avons rien à faire d'important, restons chez nous. Cela permet de casser la chaîne de transmission. Si je reste chez moi, tu restes chez toi, lui reste chez lui, à quel moment nous allons nous retrouver pour nous contaminer? Donc, lorsque nous n'avons pas quelque chose d'important à faire, restons chez nous. Et de plus en plus, le port du masque aussi est conseillé. Parce que si je suis malade et j'ai mon masque, en toussant, en éternuant, mon masque va retenir. Et automatiquement, toi aussi, tu as ton masque. Peut-être les rares qui peuvent sortir, parce que peut-être mon masque n'est pas conventionnel, les rares qui vont sortir seront bloqués par toi, ton masque. Donc, il faut aussi porter les masques lorsque les bavettes et autres, là, lorsque nous sortons. Est-ce que les bavettes, c'est uniquement quand vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de monde ou bien vous les portez systématiquement dès que vous sortez de chez vous? Parce qu'on a dit aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, il faut avoir les bavettes avant de rentrer dans les marchés. Est-ce que si je ne vais pas au marché, je vais juste acheter quelque chose au bord de la voie, je peux sortir sans bavette? Non, vous ne pouvez pas sortir sans bavette parce que justement, vous allez sortir sur la route, vous allez croiser des gens et vous allez, comme vous l'avez dit, acheter quelque chose chez quelqu'un, chez une personne, une revendeuse peut-être. Donc, du moment où il y a cette possibilité de contact avec autrui, il vaut mieux, lorsqu'on sort de chez soi, porter systématiquement les masques. Alors voilà qui est pour les mesures à barrières. Eh bien, comment se présente la situation? Je reviens sur ma question. Comment se présente la situation de la maladie aujourd'hui au Togo? Je crois que avant de commencer, vous avez brièvement donné cette situation jusqu'à, disons, ce matin, puisque à 10 heures déjà, on a la situation d'hier. Donc, la situation que je m'apprête à donner, c'est celle d'avant-hier. Donc, les prélèvements qui ont été traités. Déjà, hier à 10 heures, on avait la nouvelle situation qui est de 109 cas au total. Parmi ces 109 cas, il y a malheureusement un nouveau décès, ce qui porte à 7 les décès. Mais toujours parmi ces 109, ce n'est pas les 109 qui sont malades, mais il y a certains guéris.
et certains qui sont encore en train de faire la maladie. Donc, ceux qui sont guéris sont libérés. Ceux qui ne sont Dès pas... que vous êtes guéri, vous êtes automatiquement libéré. Oui, on vous libère. Il y a un suivi après ou bien... Oui, il y a un suivi après. Lorsque vous êtes libéré. Mais lorsque vous n'êtes pas, on fait des analyses et on voit que vous hébergez encore le virus, on ne vous libère pas. Vous êtes toujours là, sous traitement, jusqu'à ce que les tests soient négatifs 2 fois. C'est-à-dire qu'on fait un premier test, il doit être négatif. Un deuxième test après quelques jours, 2 jours, qui doit également être négatif. D'abord, avant qu'on ne vous libère. Eh bien, madame, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes à 109 cas d'un cas. Seulement, on est parti aujourd'hui à 109 cas. Il faut rappeler que les tests, les chiffres de la journée d'hier ne sont pas encore communiqués. Comment pouvons-nous expliquer ça? Au début mars, on disait il y a un cas aujourd'hui. On parle de 109 cas. Oui. Comment pouvons-nous expliquer cela? Bon, cela est dû à la très forte contagiosité de ce virus. Au début, le premier cas, c'était un cas importé. La personne est revenue de voyage et il a amené la maladie. Après, il y a certaines personnes également qui sont revenues de voyage. Nous sommes à côté de deux pays, surtout celui, le Ghana, où il y a plusieurs cas. Et il a fallu que l'État ferme les frontières et pour pouvoir couper la chaîne de propagation du virus. C'est-à-dire la traversée des gens, des personnes, puisqu'il y a certaines personnes qui habitent de l'autre côté et qui viennent faire des emplettes au niveau de nos marchés ici et qui retournent. Donc, ils peuvent amener la maladie. Il y a des gens qui sont revenus de voyage également. Parmi les 109 cas-là, il y a plusieurs voyageurs qui étaient mis en quarantaine à la maison, qu'on suivait et après un certain nombre de jours, on leur a fait l'analyse et ils sont positifs. Eux aussi font partie. Donc, dans ces cas, il y a certains cas qui sont importés et maintenant d'autres qui sont des contacts à ces personnes. Avec ces personnes-là. Voilà, qui sont contaminées. Les 10 nouveaux cas d'hier, c'est des gens qui sont revenus comme les frontières. Mais les 10 nouveaux cas d'hier, ce qui inquiète, c'est que à Pendjal, dans le Pendjal, je crois, non, c'est... à Tandjouaré ou quelque part là, c'est dans la préfecture, dans la région centrale où on a jusqu'à 7 cas. Oui, je crois, si je ne dis pas n'importe quoi, je crois que c'est des gens qui sont venus du Ghana. Ils sont venus du Ghana, comme les frontières ne sont... Bon, je ne sais pas si le Ghana a ouvert toutes ses frontières. Je ne sais pas, je sais juste qu'il a levé des barrières entre certaines villes. Avant, il avait mis, comme nous ici, on avait isolé Lomé du reste du pays. Et après, lorsqu'on avait des cas à Sokodé, on avait isolé Sokodé également. C'était le cas au Ghana. Maintenant, c'est Tchakpanga, j'allais dire, à Tchakpanga. Oui, il y a plusieurs cas qui ont été détectés à Tchakpanga. Donc, c'est des gens qui sont revenus. Mais et qui sont surveillés. Est-ce que le Togo a ouvert ses frontières? Comment se fait-il que ces personnes entrent dans le pays comme ça? Bon, vous savez, la frontière est fermée, c'est vrai, mais il n'y a pas de poste de contrôle à toutes les frontières et il y a des zones un peu poreuses où les gens arrivent à passer. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que malheureusement, comme ces cas c'est de l'autre côté, il faut maintenant que notre hiérarchie nous explique, nous informe de comment ça s'est passé. Sinon, il y a certains dedans qui sont des contacts qu'on suivait et qui ont commencé par manifester des signes et on a prélevé en même temps et qui sont positifs, mais d'autres qui étaient suspects déjà qu'on a eu à contrôler. Eh bien, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes dans l'émission Actualité en débat de ce jour spécial. Nous ne recevons pas des journalistes, mais plutôt un personnel soignant. Nous avons avec nous le docteur Lacté Adassou. Et pour intervenir, poser vos questions, vous n'avez qu'à composer le 93 49 45 45 et le médecin va répondre à vos questions. Eh bien, docteur, dites-moi, est-ce qu'il y a un remède contre le Covid-19? Il n'y a pas de remède spécifique. Il n'y a pas de remède spécifique pour le Covid-19. Comme par exemple, quand je dis il n'y a pas de remède spécifique, quand on a le palu, on sait qu'il y a tel médicament adapté pour le palu. Mais dans le cas de coronavirus, il y a certains traitements qui marchent
qui font leurs preuves et qui arrivent à donner la guérison à ceux qui sont malades. Donc, chaque pays a adopté un protocole. Au niveau du Togo, nous, c'est la chloroquine plus l'azithromycine que l'on donne systématiquement à ceux chez qui on a découvert le coronavirus. Mais en dehors de ces deux médicaments, si tu tousses, on te donne le médicament de la toux. Si tu fais la fièvre, on te donne celui de la fièvre. Donc, il y a d'autres traitements. Quand tu es testé positif, si tu tousses, on te donne un médicament de toux. Oui, c'est-à-dire, il y a un protocole de base constitué par la chloroquine et l'azithromycine. Ça ne change pas. À moins que tu sois allergique à la chloroquine. Sinon, la chloroquine et l'azithromycine, systématiquement, tout le monde le prend. Mais en dehors de cela, comme tu peux présenter d'autres signes, quand tu fais la fièvre, la chloroquine et l'azithromycine ne peuvent pas faire l'affaire. Il faut qu'on te donne du paracétamol. Quand tu tousses, il faut qu'on te donne un produit adapté à la toux. Quand tu as peut-être des douleurs musculaires, quand tu as peut-être une perte d'appétit, il y a des mesures pour accompagner. Puisqu'il y a d'autres signes qui peuvent s'ajouter. Il peut y avoir une détresse respiratoire. On ne va pas se cantonner à la chloroquine et à l'azithromycine. Il y a d'autres mesures appropriées pour pouvoir gérer ce type de détresse respiratoire. Eh bien, justement, parlant de détresse respiratoire, pourquoi dit-on que ceux qui ont un problème respiratoire sont plus exposés à la maladie? Bon, justement parce qu'ils ont des problèmes respiratoires. Et ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres personnes qui sont aussi, certaines personnes qui sont aussi un peu fragiles par rapport à ce coronavirus, si je peux le dire. Quelles sont ces personnes-là? Les téléspectateurs ont envie de savoir. Oui, d'abord, il y a l'âge qui joue. Déjà, au-delà de 50 ans, voire 60 ans, on est un peu plus exposé à faire la forme grave. Alors, il y a plusieurs formes de la maladie. Il y a plusieurs formes. On va parler de ces formes et parler maintenant des facteurs de risque pour développer la forme grave. Déjà, lorsqu'on prend 100 personnes qui ont attrapé le COVID-19, il y a 80 à 85% qui peuvent présenter peu de signes, vraiment très peu de signes, ou soit pas du tout. Donc, on dit que ces personnes font la forme asymptomatique. Donc, il n'y a pas de signes et on ne sait pas que cette personne fait la maladie. Voilà pourquoi il faut se protéger. Il ne faut pas dire que ceux qui sont malades sont couchés. Quand quelqu'un a le coronavirus, il doit forcément faire la fièvre, la toux. Non. Quelqu'un peut faire la maladie, mais ne pas manifester de signes. Donc, malheureusement, c'est eux qui constituent la plus grande proportion. Maintenant, en dehors d'eux, il y a 15% qui peuvent faire la maladie, être symptomatique. Et c'est dans ces 15% qu'il y a 5% qui peuvent faire la forme vraiment grave. J'ai dit tantôt 15%. Donc, ces 15%, il y a certains qui ont des signes un peu graves, mais qui peuvent s'en sortir. Mais il y a certains qui font vraiment une forme très grave. Parmi ces 15%. Et les 5% là, oui, sont ceux qui ont au-delà de 50 ans. Oui, qui ont des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, c'est l'âge, avoir au-delà de 50 ans, voire 60 ans, avoir une maladie cardiaque, donc souffrir de l'hypertension artérielle, souffrir du diabète, avoir une maladie respiratoire, comme vous l'avez dit, une prédisposition respiratoire, être un tabagique, c'est-à-dire être un grand fumeur. Oui, puisque lorsque vous fumez, vous fragilisez vos poumons. Or, c'est justement... Alors, la maladie, elle attaque les poumons? Oui, beaucoup plus. Lorsqu'on respire le virus, c'est vrai qu'il transite par la gorge, mais il va se localiser au niveau des poumons. Mais seulement, il ne faut pas qu'on se dise que c'est ceux qui ont seulement ces facteurs de risque qui peuvent faire la forme grave. Il est arrivé des moments où on a vu des sujets jeunes, c'est-à-dire moins de 40 ans, qui n'avaient pas de prédisposition. Donc, il n'avait ni la tension, ni un bébé aussi. Oui, ni une prédisposition, c'est-à-dire il n'est pas tabagique, il n'y a rien, mais qui ont quand même fait la forme grave. C'est vrai que c'est très rare, mais il ne faut pas que les téléspectateurs perdent cela à l'esprit. On peut être jeune, n'avoir pas d'antécédents
de maladies comme le diabète, l'hypertension, ou bien de maladies cardiaques, ou bien une maladie pulmonaire, mais faire la forme grave de la maladie. Eh bien, aujourd'hui au Togo, quel doit être le mot d'ordre pour stopper la propagation du Covid-19? Le mot d'ordre, comme nous l'avions déjà dit, c'est respecter les gestes barrières. Respecter à tout prix les gestes barrières, partout où l'on se trouve. Et lorsque nous savons que nous sommes en train de développer un des signes que nous avons cités tantôt, il faut appeler le 111. On appelle le 111 et les équipes d'intervention rapide vont se déplacer vers vous. Parce qu'il ne faut pas prendre un transport en commun, tousser, on fait la fièvre, la toux, on prend un transport en commun alors qu'on sera avec d'autres personnes. Venir se mettre dans la queue au niveau de l'hôpital, c'est très risqué. On appelle le 111. Et le 111, en fonction de la localisation où vous vous trouvez, en fonction du lieu où vous vous trouvez, va appeler le district qui est le district qui couvre votre zone. Et là, le district va envoyer les équipes d'intervention rapide vers vous. Eh bien, dès qu'on vient, on vous amène directement à l'hôpital ou bien on vous consulte pour voir si ce n'est une fausse alerte avant de vous amener à l'hôpital. Effectivement, lorsque l'équipe d'intervention rapide vient, il ne vous amène pas à l'hôpital. Il vous consulte pour voir parce que lorsque la maladie a commencé, il y a eu des appels, mais c'était juste la panique. Donc, lorsqu'on va... Parce qu'aujourd'hui, surtout à Lomé, on n'a plus le droit de tousser. Dès que vous toussez, tout le monde fait une mine là. C'est ça. Donc, lorsque l'équipe vient, elle vous consulte. Et si elle voit que vous avez vraiment des signes et que donc vous êtes suspect, elle vous fait un prélèvement. Et le prélèvement est convoyé vers l'Institut d'hygiène. Une fois que le prélèvement arrive au niveau de l'Institut d'hygiène, ce prélèvement est traité. 24 heures après, vous avez le résultat. Pendant ce temps, vous êtes toujours en contact avec des gens ou bien vous mettez quelque part? Justement, lorsqu'on finit de vous faire le prélèvement, on vous demande si vous êtes peut-être à la maison à plusieurs pièces, de vous isoler dans une des pièces, porter le masque avant d'aller en contact avec qui que ce soit. Essayez de vous isoler dans votre maison, mais tout en respectant les gestes barrières, tout en portant le masque avant de parler à qui que ce soit. Parce que vous devez vous nourrir quand même. Donc, on essaie de vous faire les choses à part. Et 24 heures après, lorsque le résultat est donné, on vous le communique si c'est négatif. Mais les signes continuent, il y a une forte suspicion. Il y a toujours un deuxième test qui est fait. Mais lorsque c'est positif, c'est là qu'on vient vous chercher pour vous amener au centre de traitement. Maintenant, s'il arrivait que la personne fût, peut-être on est venu, on m'a fait les prélèvements, mais tellement j'ai peur, je prends la fuite. Comment est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Non, on n'a pas eu de cas, à part le cas du CHR, celui qui avait fui. Depuis ce cas, il n'y a plus de cas. Parce que lorsque déjà vous-même vous appelez le 111, c'est que vous avez envie qu'on vous prenne en charge. Vous avez envie qu'on vous prenne en charge parce que vous savez que cette maladie peut évoluer vraiment négativement et vous pouvez perdre la vie. Donc, une fois que vous appelez le 111 et on vient vous prélever, il faut attendre le résultat. Et lorsqu'on vous donne le résultat, on vous prendra, si c'est positif, on vous prend, on vous amène au centre de traitement et on vous met sous traitement. Et si vous regardez les chiffres maintenant, il y a eu plusieurs guéris, vraiment beaucoup de guéris. Et les guérisons continuent par être enregistrées. Donc, c'est le lieu de dire à la population, je crois que vous sentez ces signes, appelez le 111. Ne vous cachez pas. Vous cacher, ce n'est pas la solution. Parce que lorsque vous vous cachez et que vous commencez pas à développer des complications, et c'est en ce moment que vous appelez, ce n'est pas bon pour vous-même. C'est trop tard. Ça peut être trop tard. Donc, lorsque vous voyez que vous avez des signes, il faut appeler. C'est pour vous, c'est pour votre bien. Mais je voudrais profiter de cette occasion, pour dire également que lorsque nous venons pour visiter quelqu'un qui nous a appelé dans la communauté, ce n'est pas que cette personne est malade. Parce que nous avons remarqué qu'une fois que l'équipe vient, on indexe la maison, on commence pas à dire, oui, il y a coronavirus dans la maison. Non. Ce n'est pas ça.
c'est que la personne s'est sentie suspecte et elle a voulu qu'on la teste. Et la plupart du temps, c'est négatif. Vous allez voir, actuellement, l'Institut d'hygiène a fait plus de... en tout cas, en début de semaine, il était déjà à plus de 4000 et quelques tests. Mais il n'y a que 109. Imaginez plus de 4000. Actuellement, l'Institut d'hygiène doit frôler environ 5000 tests, mais à peine 109 cas. Donc, on ne peut pas venir dans le quartier vers quelqu'un et immédiatement, tout le monde commence par indexer cette personne. Moi, je dis plutôt que cette personne est à féliciter parce qu'elle s'est dit, est-ce que je ne fais pas la maladie? On n'a qu'à venir me tester pour que je ne sois pas un danger pour les autres. Et quand on vient, je peux donner le cas de nos districts, on a fait plus d'une cinquantaine de tests. On n'a qu'un seul cas positif. Plus d'une cinquantaine. Actuellement, on va s'approcher de 100 tests, mais un seul cas positif. Donc, de grâce, les voisins, les voisins des maisons que nous allons visiter, n'indexez pas négativement les gens, parce que ça peut vous arriver. Ça peut être votre cas. Je suis sûre que vous n'aimeriez pas que l'on puisse vous jeter, dire tout ce que vous dites à votre voisin. Plutôt, il faut le féliciter d'avoir appelé, d'avoir eu ce courage d'appeler pour qu'on vienne voir s'il n'est pas en train de faire la maladie pour être un danger pour vous. Eh bien, docteur, dites-nous, que se passe-t-il lorsqu'une personne est reconnue active au coronavirus? Lorsqu'une personne est reconnue active, ça veut dire qu'on a fait les analyses et on a trouvé qu'il hébergeait le virus. Et d'abord, on vient et on essaie de faire ce qu'on appelle l'investigation. C'est pour voir au cours des 14 derniers jours avec qui il a été en contact. On fait un recensement de toutes ces personnes. Et on les contacte et on les met en quarantaine. C'est la même chose que le traçage de la personne atteinte par une maladie et par la maladie. Oui, c'est-à-dire, vous avez dit si une personne est reconnue porteuse de coronavirus. Ce qui se passe. Oui, ce qui se passe. On fait l'investigation, il nous donne tous ses contacts, tout ce qu'il a eu à approcher dans les délais de 14 jours. On les appelle, on les met en quarantaine, on les visite matin et soir. Et c'est ces personnes qu'on appelle les cas contacts. Donc, cette personne, après cette investigation de quelques heures, elle est prise par ambulance pour le centre de traitement. Et ça dépend. Lorsque cette personne a beaucoup de signes, là, on l'amène vers le CHR Lomé Commune. Dans le cas contraire, si la personne est positive mais n'a pas de signes comme les cas asymptomatiques dont nous avons parlé, on l'amène vers un hôtel qui a été réquisitionné pour la garder et la mettre quand même sous traitement. Malgré qu'elle n'a pas de signes, on la met automatiquement sous le traitement dont j'avais parlé tantôt, c'est-à-dire la chloroquine et l'azithromycine, systématiquement, à moins que, je me répète, à moins que la personne... Non, il faut le dire, hein, on ne finira jamais d'informer les gens. À moins que la personne soit allergique à la chloroquine. Eh bien, qu'appelle-t-on le traçage d'une personne atteinte par le coronavirus? C'est à peu près ce que j'ai essayé de dire, oui. Donc, on essaie de tracer, de voir tous les lieux qu'il a visités, toutes les personnes qu'elle a contactées. En fait, ceux avec qui elle a eu un contact. Un instant, nous avons un téléspectateur en ligne. Allô, bonjour? Oui, c'est Béatrice. Bonjour, madame. Oui, c'est Béatrice depuis Kagomé. Béatrice depuis Kagomé. J'aimerais poser une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, c'est par rapport aux 10 nouveaux cas. Est-ce que vous leur avez passé des tests ou comment cela se passe-t-il? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement puisque nous avons peur? Par rapport aux 10 nouveaux cas, si ils ont fait les tests. Oui. Ok. On va vous répondre tout à l'heure. Alors, madame Béatrice de Kagomé veut savoir si les 10 nouveaux cas ont été testés, qu'est-ce qui est fait? Si on dit que les cas sont positifs, c'est qu'on les a testés. On ne peut pas te déclarer positif si on ne t'a pas testé. Donc, il y a un prélèvement
oropharyngé, il y a le nasopharyngé également, il y a un prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé qu'on fait et qu'on convoie vers l'Institut d'hygiène, comme je l'avais dit. Et c'est à ce niveau qu'on traite l'échantillon jusqu'à voir si il y a le virus. Et s'il y a le virus, automatiquement, on contacte le district dans lequel tu es pour que les mesures, les dispositions soient prises pour tracer rapidement tes contacts et les mettre en quarantaine. Et toi, on te prend pour te mettre quelque part où on va te traiter. Donc, c'est ce qui se fait. Alors, la dame dit qu'ils ont peur. Non, il n'y a pas lieu d'avoir peur. C'est parce que le suivi a été bien fait que ces personnes ont été diagnostiquées. C'est-à-dire qu'on les a suspectées, on les a prélevées et en même temps, on a convoyé l'échantillon. Ça permet de rapidement couper la chaîne de transmission. Si on n'avait pas fait l'analyse pour pouvoir voir s'ils ont le virus ou pas, on les aurait laissés dans la communauté comme ça et elles vont commencer par propager la maladie. Une fois que les gens sont diagnostiqués... Mais maintenant, est-ce qu'on a déjà enregistré les cas contacts de ces 10 personnes-là? Immédiatement. C'est fait dans les plus brefs délais parce que cette personne doit être prise. Et lorsqu'on l'amène au centre de traitement, le district n'a plus trop accès à cette personne. Donc, immédiatement, lorsque le test est positif, on appelle le district. Le district va avec l'équipe d'investigation et dans les plus brefs délais, on trace tous les contacts. Et ces contacts sont mis en quarantaine avec les mesures barrières, les masques et tout. Et ces contacts sont suivis matin et soir. Matin et soir. On vient, on prend la température, on voit s'il y a des signes. Si ces contacts manifestent le moindre petit signe, on n'attend pas qu'ils fassent la fièvre. Ne serait-ce que maux de tête, on fait un prélèvement immédiatement. Mais lorsque ces contacts ne manifestent aucun signe, on continue par les suivre matin, soir. Mais au 14e jour, signe ou pas, on fait un prélèvement systématique. Lorsque ce test est négatif, 2 jours après, on reprend. On reprend encore. Parce qu'on ne veut pas passer, du moins, on ne veut pas laisser quoi que ce soit passer. Et comme ce virus a une durée d'incubation, au 14e jour, lorsqu'on fait le test, on se dit que peut-être qu'il a une durée d'incubation plus que 14 jours. Voilà pourquoi on fait un deuxième test pour s'assurer. Eh bien, merci à vous, madame. Je rappelle que vous êtes la directrice du district sanitaire numéro 4. J'aurais voulu continuer cet entretien avec vous, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. Merci à vous quand même. J'espère vous avoir très prochainement pour continuer nos discussions et expliquer davantage aux téléspectateurs les gestes barrières à respecter. Eh bien, fidèles téléspectateurs, merci à vous tous d'avoir suivi ce numéro spécial de l'actualité en débat de ce jour. Au revoir.